quartier de vie. Bonjour, on va se balader? Oui, mais aujourd'hui, une balade un peu spéciale. Ça va être des toutes petites balades, des plus longues, des moyennes, et on va aller voir des éléments dont on ne parle pas toujours, parce qu'ils ne valent pas toujours la peine de faire une émission complète, ou alors ce serait trop court. Et aujourd'hui, on va s'arrêter, donc il y aura une multitude d'anecdotes, de lieux, en haut, en dessous, de partout à droite. Toujours à Lyon. Et Lyon, c'est comme une belle ville. Mais comme on est au sommet de la ville, à Fourvière, on va parler d'un élément dont on ne parle jamais. C'est-à-dire devant le clocher de l'ancienne chapelle de Fourvière. Le clocher, vous le savez, datait à l'origine du XIIe. Il était orthogonal. D'ailleurs, on a trouvé des documents anciens, pas de photos, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et ce clocher était là. Et il se trouve qu'en 1830, on a décidé de construire une tour observatoire, ici, à la place du point accueil. Et on a construit cette tour de 40 mètres de haut. Et du coup, elle dépassait l'ancien clocher orthogonal. Les catholiques étaient pas très contents de ce truc-là, parce que ça faisait une concurrence à Fourvière, et soi-disant, ça défigurait la colline. Enfin, à l'époque, il y a eu un foin absolument extraordinaire contre cet observatoire, qui a duré quand même très longtemps, puisqu'il y avait 4 étages, et au dernier, un endroit où on pouvait installer une longue vue, et surtout profiter de la vue. Et ce n'est qu'en 1859 que la commission de Fourvière a réussi à acheter l'observatoire qui ne fonctionnait plus vraiment et à le raccourcir de 2 étages. Et là encore, on a un autre document avec l'observatoire raccourci. Et comme on voulait quand même montrer que c'était un lieu religieux, on a décidé de surélever l'ancien clocher médiéval. Là, on a toujours le dessin, mais pas de photo. Et c'est pour ça qu'en 1850, on a construit ce clocher ogival qui est, depuis 1852, surmonté par la Vierge dorée, qui est le point de repère de tous les Lyonnais. Et maintenant, ça y est, c'est gagné. Le clocher est plus haut que l'ancien observatoire, qui n'existe plus en tant qu'observatoire, puisque maintenant, il était transféré à Saint-Genis-Laval. Et à la place, il y a le restaurant de Fourvière, qui, après les travaux, reprendra sa place. Allez, on continue, on va voir d'autres choses dans le même secteur. Oh yeah! Is there a special number you like to hear? I would like to hear the Music. You could make it play again. Will you please listen? A practice for... Eh ben, en descendant de la basilique, on va aller voir le pont. Quel pont, on dirait, ici. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. On est juste en face du lycée Jean Moulin, l'ancien couvent des Minimes, donc vous pouvez vous repérer. Et c'est en 1930 que Édouard Herriot, maire de Lyon, est arrivé ici. Alors, il faut dire que Édouard Herriot a eu un mot assez extraordinaire qui disait « L'urbanisme, c'est le nom prétentieux de la voirie urbaine ». Donc vous voyez qu'il ne tenait pas ça vraiment en grand intérêt. Arrivé ici, il s'est dit « Oula, mais quelle belle vue, ça plairait aux touristes, il faut qu'on fasse une route en encorbellement qui contourne le lycée Saint-Just qu'on va voir et qui arrive place de l'abbé Larue. Et ça tombait bien puisqu'ici il y avait une caserne, la caserne de Saint-Just, et on avait décidé de la démolir. Donc on a démoli la caserne Saint-Just qui était sur l'actuelle place de l'abbé Larue, et avec les pierres, on a construit ce qu'on appelle une culée. Et là, on est sur la culée, et venez, on va aller voir au bout de la culée ce qu'il y a. Ça y est. Alors toute cette partie était construite avec les pierres qui ont été récupérées de la caserne Saint-Just en démolition. Et là, on arrivait devant la rue des Farges. Il fallait bien la traverser. Donc pour commencer cette rue en encorbellement qui devait faire le tour de l'ancien séminaire qui est devenu le lycée Saint-Just, il fallait un pont. Donc on a construit de l'autre côté de la rue une pile, toujours en pierre, et après on a lancé le premier tablier métallique. Et arrivé au bout, plus d'argent. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils ont posé leur pelle, leur pioche, et ils sont partis, on ne les a jamais revus. Et de 1930 à 1990 à peu près, ce pont est resté. Et les gens ne le voyaient même plus parce qu'il était quand même pas très beau. J'ai trouvé 2-3 photos. Surtout, il fallait faire attention, il y avait une barrière au bout, mais sinon on tombait de 10 mètres de haut, à l'intérieur du lycée. Et quand on a agrandi le lycée, donc dans les années 90, on s'est dit, cette pile est gênante et le tablier ne sert à rien, donc on a tout cassé. Très bien, mais là on a perdu au moins 50 places de parking et les places sont très chères ici. Et on a perdu une chose quand même assez extraordinaire, un exemple de l'argent gaspillé. Même à cette époque, ça existait. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus rien, mais vous pouvez toujours venir ici pour profiter d'une vue sur le Gourguillon et sur Lyon, qui est une très belle ville. Allez, on continue, on va voir d'autres choses.
Et en descendant de Fourvière, on arrive sur les quais de Saône, en direction de Vèze, et notamment quai Chauveau. Et quand on passe quai Chauveau, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde le sait, le Conservatoire national de musique. Très beau bâtiment du XVIIe. Mais avant, c'était l'école vétérinaire qui s'est installée ici en 1795 dans l'ancien couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth, qui avaient construit ces bâtiments donc, au XVIIe siècle parce qu'elles voulaient agrandir leur couvent qui était à Bellecour. Elles ont trouvé ce terrain qui était situé ici, sur les quais sur les bords de la Saône, et ça s'appelait le chemin des deux amants. Et pourquoi ça s'appelait le chemin des deux amants? Parce que depuis très longtemps, on avait repéré un petit monument, peut-être un monument funéraire, sur le fronton duquel il était marqué Amanda et Amandus. En réalité, on ne sait rien de ce monument, sauf qu'on a dit que c'était le tombeau des deux amants. Et bien du coup, les sœurs sont appelées les sœurs des deux amants, et c'était le couvent Sainte-Élisabeth des deux amants. Il n'y a qu'à Lyon qu'on voit ça. Malheureusement, on a débaptisé le quai, on l'a appelé quai Chauveau, c'est très bien, mais on a rebaptisé une rue en haut du 5e, à la limite de Vèze, rue des deux amants. Mais ça n'a plus aucun rapport avec l'histoire lyonnaise. Mais enfin, la tradition est restée et la mémoire aussi. Allez, on va un peu plus loin à Vèze. I think Tim's jumped from head to head. Here we go. Here we go. Et hop, on remonte sur les pentes de la Croix-Rousse. Et à mi-hauteur, bon, on est ici sur une voie spéciale parce qu'elle est fermée à la circulation automobile, enfin en principe, et réservée à la ligne 6 du bus. Donc les piétons, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est pourtant une chose intéressante. La ligne 6 a été créée en plusieurs fois et vers 1912, on avait un gros problème, c'est qu'il fallait rejoindre la place Colbert. Et pendant longtemps, on s'est demandé comment faire, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de trolleybus, mais des tramways, comme on dit à Lyon. Et du coup, on a décidé de créer une rampe très importante en béton, procédé Hennebique, qui était un architecte spécialisé en béton à l'époque, pour faire descendre le tramway, puisque de l'autre côté, il passait par la rue. Et c'est une entreprise extraordinaire, au point que c'est un coin unique en France, de par la pente et surtout les nombreux virages à 180 degrés, et la voie était obligée de zigzaguer de droite à gauche, ce qui n'était quand même pas très pratique puisque ça bloquait toutes les voitures qui étaient là. Et c'est pour ça qu'en 1948, on a décidé de transformer le tramway en autobus, en trolleybus, et c'est ce qu'on a connu encore aujourd'hui. Mais sur cette ligne, la chose la plus étonnante, c'est qu'on a traversé l'immeuble, et c'est ce qu'on appelle une reprise en sous-œuvre. On l'a coupé pour faire passer le bus, et ça n'a pas été prévu d'avance. Donc les poutres métalliques datent de 1912 et sont beaucoup plus récentes. En sachant qu'à l'époque, les conducteurs de la ligne 6, c'est des conducteurs hors pair, c'était les meilleurs, et quand on disait « je suis un conducteur de la ligne 6 », eh ben, les gens le respectaient. Parce qu'encore à l'heure actuelle, les bus sont beaucoup plus petits, mais il faut être très fort pour prendre les virages sans écraser qui que ce soit. Alors il n'y a quand même pas que ça. De là, bien sûr, on a une vue absolument fabuleuse sur tout Lyon et surtout sur l'amphithéâtre des Trois Gaules et le jardin des plantes. Alors si l'amphithéâtre des Trois Gaules, ce sera une autre histoire. Le jardin des plantes, c'est un endroit qui a toujours été un jardin, comme son nom l'indique. Et c'est ici que les étudiants des Beaux-Arts venaient apprendre à peindre les plantes d'après nature pour devenir peintres ou dessinateurs en soirée. Le nom est resté. Heureusement, on a conservé un jardin, mais malheureusement, la circulation a remplacé les piétons qui étaient là autrefois. On continue? Allez, on continue. I know a man without arms who can play a scherzo on a violin and does it all with his toes. Anything is possible. Let's play. What is the tune? My records? The orchestra is playing. Put those tools away until they're needed. Ça y est, on arrive sur la rive gauche, et là on est Courgan-Bêta, et au niveau du numéro 76. Et là, il y a une chose extraordinaire, c'est ce petit immeuble qui est là derrière, qu'on appelle le château de la Rise. Alors, c'est au 19e siècle que vivait un monsieur qui s'appelait Alexis Rousset, comptable de profession et en même temps promoteur, et qui a amassé une fortune relativement confortable, ce qui lui a permis de réaliser ses fantasmes. Et entre autres fantasmes, d'abord il a créé une première association qui s'appelait la Société des Intelligences avec 4 L. Ensuite, elle s'est appelée la Société des Bonnets de Coton. Ensuite, La Chose. Et c'était une association un petit peu dans le style de l'Ordre du Clou ou des humoristes lyonnais.
Donc c'était des intellectuels qui venaient le rejoindre et des gens d'esprit. Et à côté de ça, le deuxième de ses fantasmes, c'était de construire des châteaux. Et il en a construit plusieurs à Lyon. Alors quand je dis château, entendez immeubles spéciaux. Pourquoi spéciaux? Parce que Alexis Rousset, qui était passionné d'architecture, a réussi à récupérer des tas d'éléments qui ont été démolis dans le Vieux-Lyon ou au centre-ville, d'immeubles du 16e, 17e, 18e. Et ces éléments, eh ben, les a incorporés dans la façade construite en 1875. Ce qui fait que beaucoup de gens, même très érudits, voyant ça, sont persuadés d'être en face d'un immeuble de la Renaissance. Et surtout, il y a une petite plaque juste au rez-de-chaussée qui est cachée, bien sûr, par une descente d'eau pluviale, qui dit « Auberge du Cheval Blanc, 1664 ». Eh ben non, tout ça, c'est 1875. Mais vous le savez maintenant. On continue? Allez, on va voir plus loin. Do try again. I can't get that tune out of my head. You like that? You like that? I think tunes jump from head to head. Here we go. Now we won't do it again. Ça monte toujours dans ce pays. Ben ça y est, on arrive à Tassin. Et là, il y a une chose que tout le monde voit aussi, on ne peut pas faire autrement, c'est l'horloge. L'horloge de Tassin. Il y a même qui disent que ce serait le centre du monde. Il y a d'autres qui disent que c'est la gare de Perpignan. Et ceux qui disent, d'ailleurs, ils sont là. C'est lui, c'est Yves Méjat. Yves, c'est toi qui dis que c'est un bel élément. C'est au moins le centre de mon monde. Tout le monde l'a vu, personne ne l'a regardé. Ils la connaissent tous. C'est une horloge. Oui, oui, mais ils n'ont jamais vu que au-dessus des cadrans, il y avait un hibou, les ailes déployées qui symbolisent la nuit, qu'en dessous du cadran, il y a un visage rayonnant qui symbolise le jour, et qu'aux quatre coins, il y a les carquois qui détiennent les flèches du temps. Et le poète, il le dit en latin, mais moi je parle que français, toutes les carquois détiennent les flèches du temps, toutes blessent, il n'y a que la dernière qui tue. Ça, j'ai entendu. Mais franchement, elle est d'un style... Louis XVI. Ouais, Louis XV, Louis XVI, revue et corrigée. Elle est pas belle, mais elle est tellement atypique qu'elle est devenue un vrai symbole. Non, non. C'est surtout le maire de l'époque qui voulait qu'on lise l'heure sur une horloge républicaine. Et il ne voulait pas entendre parler de l'heure catholique. Oui, parce qu'au bout de l'avenue, là-bas, il y avait une église. Ouais. Et l'église sonnait les heures. Et il a voulu que l'horloge républicaine sonne les heures républicaines. Il faut savoir quand même qu'en 1908, en 1906... Inauguration, d'ailleurs, j'ai trouvé une photo, là. Oui, quand il a commencé à construire, les montres, ça n'existait pas, ou peu. Il n'y a que les chefs de gare qui avaient des montres pour que les trains soient à peu près à l'heure, mais le commun des mortels, le bourgeois avait peut-être une montre, mais le commun des mortels, il ne savait pas. L'heure avait... Pour être bourgeois à l'époque, il fallait un gilet et une chaîne en or et un gousset. Oui. Et on appuyait sur un bouton, ça s'ouvrait. Ça s'ouvrait, mais c'était un objet de luxe. Ah bah oui, c'est pour ça que... Et là, il a permis à la population d'avoir l'heure. C'est pas pour ça qu'ils sont tous à l'heure, hein, mais c'est amusant. Alors, elle a été inaugurée en 1908. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1983, 85. Oui, je crois, dans ces eaux-là. Et elle était entièrement restaurée, là? Oui, en 2001, on y a quand même remis 55 grammes d'or. Parce qu'elle est dorée à la feuille. Ouais. Ils ont changé les morceaux qui étaient en fonte et qui avaient tendance à s'effriter, à partir en petits bouts, en sachant qu'il y en a quand même 3,5 tonnes là-haut. Elle mesure 13,50 m de haut. Bref, c'est un bel objet. Et je crois que certains, mais ça il faut le dire à personne, peuvent rentrer à l'intérieur, oui, le fût serait... Oui, j'en ai connu un avec des moustaches qui a été se promener à l'intérieur. Oui, j'ai eu la peur de ma vie, c'était plein d'araignées. C'était plein d'araignées. C'est pour ça d'ailleurs. Oui, le fût de l'horloge est creux et on peut monter à l'intérieur. Il ne faut pas être très épais parce que c'est très étroit quand même. Hein. Mais oui. D'accord. Ah bah c'est tout ce qu'on voulait dire là-dessus, c'est le point principal. Bah Yves, allez, à la prochaine. À bientôt. Hein. Yves Méjat, garagiste bien connu. Non, on s'en fout. Salut. Merci. Eh ben nous on va aller voir ailleurs. Cette fois on est allé un petit peu plus loin et on arrive à Dardilly.
Et oui, à Dardilly, il y a encore des terrains comme ça. Et pourquoi on est à Dardilly? Parce qu'au sommet, il y a un gros bâtiment très étrange qui n'est pas très connu, l'ancien bâtiment de Radio Lyon qu'on voit ici. Et ça, c'est toute une histoire, c'est vraiment l'histoire de la radio dans la région lyonnaise. Tout a commencé après le premier conflit de 1914-1918 avec l'émetteur de la Doua, et pour des raisons militaires. Et ce n'est que beaucoup plus tard, en 1923, que l'État a autorisé la diffusion des radios libres, des premières radios dans la région. Et Lyon a créé sa première radio en 1925, et elle s'appelait Radio Lyon. Alors, les studios et les émetteurs, l'émetteur surtout, étaient à la Guillotière, rue de Marseille. Mais au bout d'un moment, l'émetteur n'étant pas assez puissant, il a fallu trouver une solution pour l'augmenter. Et en pleine ville, ce n'était pas possible puisqu'il fallait une antenne gigantesque. Et après pas mal de recherches, on a découvert un terrain ici, à Montcourant, à Dardilly, et on a décidé d'implanter un nouvel émetteur qui est ici. Et les travaux ont commencé en 1935, et c'est un architecte lyonnais qui s'appelait Gabriel Deveraux qui a réalisé un véritable vaisseau dans le style art décoratif. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut se dire, mais c'est moche, c'est vilain. Oui, parce que ça n'a pas été entretenu, mais à l'époque, c'était vraiment très très moderne. Et surtout, chose incroyable, on a élevé une antenne de plus de 100 mètres de haut. Certains disent même 135 mètres. Alors j'ai retrouvé un document ancien, c'est difficile de juger, mais en tout cas, elle était gigantesque. Et du coup, c'était un succès fou, d'autant plus que l'émetteur a augmenté sa puissance jusqu'à 25 kW. Je ne saurais pas vous dire si c'est beaucoup, mais en tout cas, ça marchait. Et surtout, c'était l'animation de tous les gens qui habitaient ici. Le dimanche, on montait voir Radio Lyon. Il y avait des tas de gens qui étaient ici et le bâtiment fonctionnait à merveille. Alors, au premier étage, il y avait un studio d'enregistrement, puis en bas, il y avait toutes les machines avec des lampes. Ces lampes qui chauffaient. Et pour refroidir les tuyauteries, on a installé cette piscine, qui en fait était un bassin de refroidissement. En tout cas, succès considérable, ça marchait vraiment très bien, et c'était la radio de Lyon. Et puis la guerre est arrivée, et en 1944, les troupes allemandes ont complètement saccagé le bâtiment, et les émetteurs ont été cassés à coups de marteau. Et puis de toute façon, après, l'État français a réquisitionné l'émetteur, et c'était la fin de Radio Lyon. Heureusement, en tout cas, le bâtiment est aujourd'hui répertorié à l'inventaire des monuments historiques depuis 1990. Donc il ne risque pas grand-chose, malgré son état triste. Mais les propriétaires, c'est une fondation, la fondation René de Chambin, qui a décidé de réhabiliter ce monument dans le domaine culturel. C'est une bonne nouvelle, ça. Allez, on continue, puis on va voir quelque chose d'extraordinaire encore. Allez, on va terminer l'émission par un lieu extraordinaire. Nous sommes redescendus à Lyon et nous sommes rue Tupin. Et ça, c'est la boutique du Crépin de la rue Tupin. Regardez bien, vous n'avez jamais vu ça et on ne le verra plus jamais. On va aller voir. Ah, Jacques Baudière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le Crépin de la rue Tupin. Toujours. Alors, expliquez-moi, bien sûr, on se connaît, je connais votre magasin, mais c'est vrai que vous êtes là depuis 1895 ? Mon grand-père, Louis, Ah, mais oui, c'est pas vous. mon grand-père, 1895, était là dans la boutique. Il a agrandi cette boutique, il l'a vraiment fait prospérer. Il y avait jusqu'à 8 personnes dans la boutique qui travaillaient à demeure pour tous les cordonniers, parce qu'à l'époque, on vendait vraiment aux cordonniers, qui fabriquaient les chaussures. Et c'est les gens qu'on voit sur le document, là. Tout à fait. Ah oui. Voilà. Et alors, c'est quoi un crépin Le crépin, c'est le grossiste des cordonniers, c'est-à-dire qu'il vendait à l'époque le cuir à semelle, les lacets, les crochets, le cirage, la graisse, la bouclerie, le fil, bien sûr, et tous les accessoires pour concevoir une paire de chaussures. Et aujourd'hui, ça existe toujours, le crépin ? Le crépin existe d'une façon plus diversifiée, en sens qu'il faut se reconvertir, c'est sûr. Donc on vend toujours un petit peu de tout ce qui est accessoire pour les chaussures, tout ce qui est produit d'entretien.
Et puis, on fait des variantes avec fabrication de ceinturons, par exemple. Ah oui. Donc, c'est des fabrications personnelles. Voilà, c'est manuel, c'est made in Retupin. Voilà, c'est le cas de le dire. Je vends aussi des peaux de vache, mais mon père en vendait déjà des peaux de vache, vous voyez, c'est pas d'hier. Hein, donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec une peau de vache alors? C'est des On vaches bouge des décoratives, c'est au sol, principalement pour des tapis, pour des éventuellement murales, mais principalement pour des tapis. On a aussi des peaux qui sont un peu différentes, comme celle-ci, qui sont des Blessbook, antilopes d'Afrique du Sud, imprimées, ou des Springboks. Imprimé, c'est-à-dire que sur une peau de bête, on imprime On peut faire motifs. des impressions. Ah, Les peaux de d'accord. bête peuvent être imprimées, peuvent être travaillées, colorées, avec de l'acide, acidées même avec de l'acide, une fois qu'elles ont été tannées. Donc on peut faire des transformations ou des présentations très intéressantes. Je vends aussi des peaux de mouton. Et les peaux de mouton, je les travaille pour en faire des bottillons ou des chaussons ou Mais des vous gants. fabriquez des chaussures, ça par exemple? Voilà. Et c'est vous qui les fabriquez? C'est un ami qui me la fabrique. Voilà, Oh, donc ça. là, c'est des chaussons, et j'ai aussi des bottillons, et des gants, et des moufles même aussi. Voilà, et tout ça, c'est du mouton retourné, la peau du mouton retournée. D'accord. Mais quand on rentre dans votre magasin, on se dit que ça n'a pas bougé depuis une éternité. Votre grand-père, votre père faisaient la même chose? Bah, le décor n'a pas changé. Oui. Mais bon, il y a toujours l'éclairage au gaz, le poêle qui est là depuis 125 ans, Le poêle américain. la hein. caisse, qui n'est pas une caisse enregistreuse, mais enfin c'est toujours un très joli meuble avec ses grillages. Et puis vous avez également la romaine qui est là depuis 120 ans, qui pesait le cuir à l'époque. Voilà, donc c'est toutes des choses qui sont restées. Et bien sûr, il y a Pernod. Pernod, c'était le chien de mon grand-père. Ah bon? Mais il bouge plus là. Et mon grand-père non plus. Mais le chien était connu comme le loup blanc. dans Alors ce quartier. dites-moi pourquoi il s'appelait Pernod. Il s'appelait Pernod parce qu'il buvait le Pernod à l'époque dans des verres un petit peu triangulaires dans le café d'en face. À l'époque, le garage qui est en face de la boutique, au 15 rue du Pin, était un café jeu de boules à la Lyonnaise. Et le chien allait boire le Pernod Et le avec les chien joueurs. traversait la rue, il n'y avait pas de voiture à l'époque, hein, c'était dans les années 1900. Et c'est la photo qu'on voit avec le chien. Voilà, tout à fait. Et il est mort d'une cirrhose? Peut-être. Mais il est mort de sa belle mort et il a été regretté par tout le quartier. Ah oui, pas la preuve, vous l'avez empaillé. Et autrement, aujourd'hui, l'avenir de ce magasin, qu'est-ce que... Ça va durer combien de siècles encore? Le devenir du magasin, il est très limité, en sens que je suis à l'âge de prendre ma retraite, Oui. que je n'ai pas de successeur familial direct, et qu'à partir de là, la boutique va sûrement être appelée à disparaître. Alors, elle peut disparaître de deux manières. Elle peut disparaître en étant transférée pour faire un musée, Justement. un musée de marchands crépins, un musée de la chaussure. Bon, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, de vitrines, de petits tiroirs, toute cette présentation fait qu'il y a un décor. Puis en Bon, plus, qui il y a peut- une qui cave pourrait- qui est pleine et une soupente. Il y a une soupente, vous avez une soupente de 25 mètres carrés, vous avez un sous-sol de 50 mètres carrés, une boutique de 75 mètres carrés. Et là-dedans, alors il est évident que 150 mètres carrés réunis, ça peut aussi intéresser un autre style de commerce, Le dans commerce, le quartier. d'accord, mais tout le contenu, imaginons que quelqu'un ait envie de monter un musée, ce que vous disiez, ailleurs. Et vous seriez vendeur de tout le stock ou... Ah oui, bah oui, c'est parti pour. Parce que ça, c'est quand parce même le que je ne vais pas patrimoine. partir avec. je vais pas rentrer chez moi avec tout le stock. Donc on lance un appel, quelqu'un qui aura envie de lancer un musée du crépin ailleurs, il faudra un local, tout ça, ça pourrait se autrement- négocier. Voilà, tout à fait. Mais à l'inverse, bon, si un preneur extérieur ou un franchisé ou un commerçant local veut s'installer à la place de la boutique de Marchand et Crépin, je l'attends avec pas impatience, mais Oui, enfin oui. je suis réceptif à toute proposition. Donc le crépin de la rue Tupin, il est encore là jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr. Lyonnaises, Lyonnais, venez tous, c'est un truc qu'on ne verra plus jamais après. Et oui, la boutique a 120 ans déjà, 125 ans. Ne le faites pas. hein. Ok. Ben, en tout cas, j'ai un grand merci. Et puis, ben, j'espère que votre musée durera encore longtemps.
Enfin, le musée, s'il se fait. S'il peut se faire, tant mieux. S'il ne peut pas se faire, eh bien, on fera avec les événements qui arriveront. Voilà. Ok. Merci. Et puis, bah, quant à nous, on se dit à bientôt, à la prochaine. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup.